Greg vous accompagne dans Pédiclap de 21h à 22h chaque mercredi sur Happiness. Et je suis absolument ravi de vous retrouver ce mois d'octobre, car nous allons parler dans le Pédiclap des sorties du mois de septembre qui ont terminé leur box-office au mois d'octobre. Et commençons sans plus tarder avec la série Downton Abbey qui a sorti son dernier film qui vient boucler une trilogie commencée en 2019. Mais avant de parler des films, parlons de la série. Il est des séries qui vous prennent aux tripes, qui vous tiennent en haleine avec des fins de saison en cliffhanger à vous rendre fou. Et à côté, il y a Downton Abbey, déclare Stéphanie Guillaume, rédactrice en chef de Histoire et Fiction en octobre 2019, en deuxième page du 10 Magazine. Et c'est vrai, à côté, nous avons Downton Abbey, une série spéciale, singulière et exceptionnelle qui mêle histoire et fiction dans un décor à la fois majestueux et grandiose, mais aussi dramatique et bouleversant. Lancée en 2010, Downton Abbey est une série peu ou prou historique qui plonge ses spectateurs dans l'univers so british du début du XXe siècle. Alors, une période où être une femme n'est malheureusement pas un atout. La série s'ouvre d'ailleurs sur le drame du Titanic qui a sombré en 1912, ce qui vient troubler les plans de la grande famille Crowley. Et en effet, dès les premières minutes, le spectateur apprend, comme les personnages, que le paquebot vient de couler en Atlantique, faisant des milliers de morts. Et cet événement a un impact très particulier dans la série car le frère de Robert Crowley, interprété magistralement par Hugh Bonneville, ainsi que son neveu sont morts dans le naufrage. La famille se retrouve donc sans héritier direct. Et c'est un problème. Problème, Robert Crowley n'a eu que des filles, pas de fils. Et donc, pour l'époque, c'est un énorme souci. Ainsi, la série s'ouvre sur un drame familial et un problème d'héritage. Entre, alors dans la partie d'échecs, le cousin éloigné, Matthew Crowley, pour tenter d'épouser Lady Mary, la fille aînée de la famille Crowley. Alors historiquement, Downton Abbey touche un véritable problème de société, ce problème d'héritage. Et au Royaume-Uni, et particulièrement les familles aisées, appliquent la règle de la primogéniture non absolue. Alors ça veut dire quoi ça ? En fait, c'est la primogéniture signifie que tout l'héritage ou succession revient au premier-né de la famille. Et on ne peut transmettre son héritage à sa fille, car à cette époque, malheureusement, les femmes n'ont presque aucun droit. Dès qu'une femme se mariait, son existence fusionnait avec celle de son mari. Ainsi, tous ses biens acquis avant, pendant ou après le mariage étaient la propriété de son époux. On ne regrette absolument pas cette époque, évidemment. Signalons aussi qu'en 1912, les femmes n'avaient toujours pas le droit de vote. Oui, c'est trop tardif. C'est donc dans cette ambiance dramatique que le spectateur découvre le beau et grand domaine de Downton Abbey. Aussi bien, d'ailleurs, la famille aristocratique en elle-même, ainsi que les domestiques qui gèrent le quotidien dans le domaine. La saison 1 rassemble un très joli casting avec du côté des hautes familles, on a Hugh Bonneville qui interprète Lord Robert Crowley, Elizabeth McGovern qui interprète Lady Cora Crowley, Michelle Dockery qui est Lady Mary, Laura Carmichael qui est Lady Edith, Jessica Brown Finlay qui est Lady Sybil, et les trois dernières que je viens de dire sont en fait les filles de Robert Crowley et de Lady Cora Crowley. Nous avons aussi Samantha Bond qui interprète Lady Rosaline Penswick. Nous avons Dan Stevens qui est Matthew Crowley qui dans la saison 1 va tout faire pour essayer d'épouser Lady Mary pour l'héritage, pour sauver l'héritage et l'honneur de Downton Abbey. Nous avons aussi Penelope Wilton qui est Isabel Gray Crowley, pardon pour l'accent parce que c'est horrible, je suis pas anglophone, qui est d'ailleurs la mère de Matthew Crowley, Isabel Gray Crowley. Et évidemment, nous avons l'exceptionnelle Maggie Smith, je l'adore, voilà. Elle y incarne Lady Violette Crowley, comtesse douairière de Grantham. C'est d'ailleurs la mère de Robert Crowley, interprété par Hugh Bonneville, et d'un ton sarcastique, d'un humour so british, elle nous fait rire à chaque épisode. Je vous laisse savourer un extrait absolument majestueux dans lequel elle donne la réplique à l'excellente Imelda Staunton qui incarne Lady Maud Bagshaw. Pourquoi ne nous avoir rien dit pendant aussi longtemps ? Je craignais que ce soit trop choquant pour vous. Oh, mais enfin, pour qui me prenez-vous ? Une vieille tante solitaire qui n'a jamais quitté son village ? Apparemment, j'ai eu tort. Oh. Ne prenez pas cela pour une approbation. Cela n'en est pas sûr. Mais au moins, je comprends la situation. Mademoiselle Smith connaît-elle la vérité ? Oui, elle est au courant.
Quand je rentrerai chez moi, j'engagerai une autre femme de chambre. Lucie sera madame de compagnie. Oui, ce sera bien plus convenable. Et j'ai peur que cela vous déplaise, mais elle dit que elle et Tom Bronson ont décidé de correspondre. Oh, me déplaise. Vous voulez dire que je lècherai moi-même les timbres. Vous êtes incroyable, Violette. Vous n'avez pas gagné, vous savez. Je ne crois pas aux défaites. Toute l'actu ciné est dans Pédiclap. Et on reprend dans Pédiclap. On était en train de parler magnifiquement, majestueusement de Downton Abbey. Et nous disions que Lady Violette Crawley, comtesse douairière de Grantham, avait un ton sarcastique avec l'extrait que vous avez écouté. Et bien, du côté des domestiques, donc ce qu'on appelle les downstairs, nous avons aussi un très beau casting. Jim Carter et Monsieur Carson, majordome de Downton. Phyllis Logan interprète Madame Hughes, gouvernante. Brendan Coyle et John Bates, valet de chambre de Robert Crawley. John Froggatt, qui est Anna Smith, femme de chambre de Lady Mary. Alan Leach et Tom Bronson, le chauffeur, mais qui va évoluer durant la série pour finalement passer des downstairs vers les upstairs, parce qu'il va tomber amoureux de Lady Sibyl. Siobhan Finneran et Madame O'Brien, femme de chambre de Lady Cora Crawley. Et l'excellent Rob James Collier interprète Monsieur Thomas Barrow, premier valet de pied, excellent acteur, on ne le présente plus. Et Leslie Nicole, Madame Patmore, la cuisinière, qui nous régale à chaque repas, et elle va être d'ailleurs assistée par Sophie McShera, qui incarne Daisy Robinson, une aide cuisinière qui est tout le temps là. On ne voit qu'elle d'ailleurs dans la cuisine avec Madame Patmore. On peut aussi compter sur Rose Leslie, qui va jouer Gwen Dayson, qui est une femme de chambre et qui d'ailleurs va intervenir dans la saison 1 et qui va ensuite revenir, mais elle va quitter le domaine. Et parlons évidemment, il faut citer Kevin Doyle, qui est Joseph Mollesley, valet de chambre de Isabel Crawley, mais qui ensuite va arriver dans le domaine de Downton. En somme, un très très grand casting, comme vous aurez pu le constater, typique des séries des années 2010, beaucoup de monde, un gros casting, des gens relativement connus tels que Hugh Bonneville, Maggie Smith ou Elizabeth McGovern, et donc une grosse production, avec notamment de somptueux décors, des costumes majestueux, des acteurs fabuleux, des actrices éblouissantes. La série réussit néanmoins à se démarquer grâce à son contenu peu ou prou historique, sans nécessairement être au premier rang, au premier plan de l'intrigue. En fait, la toile de fond historique justifie les petites aventures, les intrigues dans les intrigues, lors des différentes saisons. Chaque épisode peut s'apprécier d'ailleurs indépendamment les uns des autres, mais l'histoire de la famille Crawley et ses domestiques incite fortement le spectateur à regarder, voire contempler les épisodes dans l'ordre chronologique, par duo ou trio. Souvent, c'est une petite série de 2 ou 3 épisodes qui sont très très liés, mais le reste, c'est un fond, c'est une toile de fond. Ce qu'on appelle en somme un fil rouge dans le langage des séries. Une petite intrigue peut d'ailleurs durer quelques épisodes, tandis qu'une histoire au devant de la scène peut être le centre d'un seul et unique épisode, mais peut avoir des répercussions dans la suite du grand fil rouge, comme on le disait à l'instant. Alors la série est un succès en Angleterre, puis plus généralement en Europe. Julian Fellowes, le scénariste de la série, est tout juste écrivain. Fin des années 2000, il se lance dans une carrière de scénariste avec le grand Gosford Park, d'ailleurs film dans lequel on retrouve Maggie Smith, réalisé par Robert Altman. Et le film est un succès à tel point que Julian Fellowes est acclamé par la critique et gagne l'Oscar du meilleur scénario. L'ambiance du film Gosford Park séduit totalement le producteur Gareth Neame, qui propose à Fellowes une série dans ce même monde britannique. Et Fellowes, d'abord réticent par peur de faire moins bien, va accepter le projet. Il écrit et sa femme relit les épisodes peu à peu. Alors évidemment, une série comme celle-ci a besoin d'un beau budget pour réussir son objectif sur le petit écran. Ainsi, en moyenne, un épisode coûte un peu plus d'1 million de livres britanniques. Ah bah oui, il faut tout payer. Les acteurs, actrices, costumes, musique, décors, tout. D'ailleurs, le gouvernement britannique, à l'époque, va faciliter le tournage dans les endroits naturels au Royaume-Uni car il propose la baisse d'impôts
pour inciter les productions à tourner au Royaume-Uni, plutôt que de partir à l'étranger dans des pays où tourner un film est beaucoup moins coûteux. Le spectateur saura donc apprécier le magnifique château de Highclere pour les scènes extérieures du domaine de Downton Abbey. L'intérieur, quant à lui, est tourné dans différents endroits. Alors par exemple, l'intérieur du domaine des maîtres, donc c'est-à-dire la famille des Crowley, est tourné majoritairement dans le château Highclere parce que les intérieurs sont encore assez proches de ce qu'ils étaient à l'époque dans les années 20. Les cuisines et les locaux des domestiques, en revanche, eux, sont nés dans un studio, le studio Ealing à Londres. Le village de Downton a été tourné, quant à lui, dans un village situé dans l'Oxfordshire, à Bampton. D'ailleurs, on peut y reconnaître la superbe église, petite mais superbe, église de Sainte Mary. Voilà. Mais les costumes, les décors, tout ça ne sont pas les seuls à participer à la réussite de la série. La musique est un élément clé, pour ne pas dire principal, qui donne le ton dramatique à la limite de la mélancolie, mais aux notes tellement chaleureuses qui englobent ce grand domaine et donnent vie aux petites histoires entre les personnages vivants au même endroit, mais pas au même statut. John Lyune est désigné responsable de la partition de la série. Alors au départ, il n'a pas encore une idée du thème principal. Il joue quelques notes au piano qui accompagnent le train en menant John Bates vers la gare proche du domaine Downton. Il est le nouveau valet de pied de Robert Crowley. Ce que je vous décris là, c'est le tout premier épisode pilote. John Lyune veut donc d'emblée faire entrer son spectateur dans l'intrigue tragique qui ouvre la série avec le télégramme annonçant le naufrage du Titanic. Il se heurte à la difficulté des compositions d'époque très travaillées et grandioses. Il reste serein et propose piano et instruments avant pour donner la tonalité de la mineur qui colorera à jamais le domaine des Crowley. L'épisode suivant, le générique, ouvre le début d'un petit monde qui va réjouir tous les fans d'histoire et de l'aristocratie britannique. Cette belle composition, thème principal et musique du générique du début, ouvrant l'épisode comme les bonnes vieilles séries des années 80-90. On l'entendait à l'époque, on disait « Ah, venez vite, ça commence !» Eh ben c'est exactement ça. Une musique qui rappelle la douceur de la vie et l'aspect dramatique de la situation du domaine de Downton. Le tout harmonieusement monté à l'écran avec des plans des domestiques ouvrant les rideaux, époussetant les lustres, mettant en place la grande table pour le déjeuner. Un jour nouveau commence dans le domaine de Downton Abbey. Cette musique chaleureuse, parfaite, majestueuse. À l'image de Downton d'ailleurs, la série se compose de 6 saisons. Si vous l'avez vue, nous dirons qu'elle peut se découper ainsi. La saison 1, à la recherche d'un nouvel héritier, sous une toile de fond féministe au début du XXe siècle. La saison 2, une guerre mondiale qui bouleverse la vie du domaine. La saison 3, l'après-guerre, des changements s'imposent à Downton Abbey. La saison 4, un espoir de modernité. La saison 5, la guerre des classes et nouvelles menaces à l'horizon. Et enfin, la saison 6, la fin d'une ère. Pédiclap, 21h, 22h. Et on se retrouve sur le Pédiclap de Happiness. On parlait de Downton Abbey, on termine parce qu'on a évoqué la série. Mais pourquoi on en parle ? Parce qu'un film est sorti début septembre au cinéma. Et en fait, le film vient conclure une trilogie. Alors replaçons-nous dans l'histoire. Le 25 septembre 2019 sort en France le tout premier film Downton Abbey. Retour royal et attendu pour la série qui réussit à atteindre le grand écran et gagne peu à peu les salles obscures européennes. Alors, les Crowley sont de retour. Les fans se rassurent d'ailleurs en constatant le retour du casting originel. Alors la seule absente au tableau, c'est l'actrice Lily James, révélée par la série. Elle y joue le rôle de Lady Rose McClare, mais son charisme, sa prestance à l'écran gagne un succès tel qu'elle reçoit plusieurs propositions pour le cinéma et emploi du temps surchargé. Pardonnez-la, elle ne parviendra pas à se libérer pour faire partie du film Downton Abbey. L'histoire du film s'axe autour de la réception de la famille royale dans le domaine de Downton Abbey. Alors malgré les grosses difficultés financières du domaine que dirige à présent Lord Robert Crowley et son beau-fils Tom Bronson, le mari veuf de Lady Sybil, décédé brusquement dans la saison 2, Downton Abbey reçoit la famille royale. Alors replaçons donc la venue du roi et de la reine, si vous le voulez bien, dans l'histoire britannique, rapidement. Après la fin de la Première Guerre mondiale, la santé du roi George V décline fortement.
Plusieurs choses, hein. Une chute à cheval survenue en France en 1915, la situation financière post-guerre du Royaume-Uni et la crise politique avec l'Irlande, reconnue comme État libre depuis 1922, ne font qu'empirer l'état de santé du roi George V chaque jour. Et il pousse ainsi son fils Edward à prendre beaucoup plus de responsabilités. La visite inattendue de la famille royale est synonyme de pagaille à Downton Abbey. Une nouvelle expérience est en marche. Et pour ce faire, Lady Mary doit convaincre M. Carson de sortir de sa retraite à un court instant. Bah oui, parce que M. Carson, qui était le majordome, est parti à la retraite et c'est M. Thomas Barrow qui a repris les rênes de Downton. Mais il ne s'en sort clairement pas. Et on a besoin de qui ? De M. Carson. Voilà, c'est lui seul qui semble pouvoir transformer d'ailleurs Downton Abbey en un véritable palace royal. En coulisses, l'équipe saura d'ailleurs compter également sur un vrai majordome, celui de la reine Elisabeth, à l'époque, en personne, ainsi qu'un autre employé de Buckingham Palace. Ils ont donc enseigné comment étaient organisées les visites royales, ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Alors oui, contrairement à la série, le film préfère mettre de côté les histoires personnelles des personnages au profit de l'intrigue principale qu'est la visite royale à Downton Abbey. Le fan averti replonge donc avec bonheur dans l'ambiance à la fois grave et douce de la série qui avait quitté ses spectateurs britanniques le 25 décembre 2015. Après ce film, qui rencontre un beau succès en Europe avec pas moins de 194 millions de dollars accumulés, la production enclenche un deuxième volet qui commence son tournage au château de Highclere en avril 2021. Le second film n'est plus réalisé par Michael Engler, mais par Simon Curtis, connu pour son film My Week with Marilyn. Cependant, le scénario est toujours écrit par le grand Julian Fellowes et produit par son ami Garrett Nim. Le film scinde son histoire en deux parties. D'un côté, la comtesse douairière, que vous avez entendu tout à l'heure avec son ton so british, hérite d'une maison en France dans le Var. On leur fait coucou, les gens du Var, le 83. Le film s'y tourne d'ailleurs réellement. Et de l'autre côté, le cinéma et Hollywood demandent la permission à Lord Robert Crawley de louer Downton Abbey pour tourner un film muet. Ce qui, selon Lady Mary, pourrait permettre financièrement de faire quelques réparations dans le domaine, qui commence un peu à vieillir. Le deuxième film ne rencontre pas le même succès que le premier, plus de budget, 40 millions, mais moins de box-office, mais toujours rentable, à l'arrivée, 92 millions de dollars, mais toujours autant de plaisir à retrouver la grande famille des Crawley et à se démener pour faire vivre le magnifique domaine. Et on en arrive au dernier chapitre, le grand final. C'est Downton Abbey, The Grand Final, pardon pour l'anglais, dont voici la bande-annonce. Il m'est difficile d'accepter de devoir partir. Votre amitié n'a jamais autant compté pour nous tous. Mais l'avenir de Downton Abbey est aujourd'hui entre les mains de Marie. Tu vas faire sensation. Rester davantage parmi nous. Elle est divorcée. Je suis navrée. J'ai eu tort de venir. Voilà une soirée qu'il faudra marquer d'une pierre blanche. Les faits sont là. À lui d'en assumer les conséquences. Et en ce qui concerne Downton, vous ne voulez pas d'elle aux commandes. Le monde a changé. Notre façon de parler, de nous habiller, de nous comporter avec les autres. Vous avez bien le droit de prendre un peu de bon temps. Comme d'habitude. Bienvenue à Downton, mon cher frère. Cora. Les nouvelles ne sont pas bonnes, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Je te connais depuis que tu es né. Harold a vraiment déçu toutes nos attentes. Ne voyez-vous pas ce que cela implique pour Downton? On se retourne sur le passé et l'on songe aux changements auxquels on a assisté. Tu es la fille que j'ai jamais eue. Je vais chérir ces mots. Les familles comme la nôtre doivent évoluer pour survivre. Votre soutien aujourd'hui est bien plus cher à mon cœur que je ne saurais le dire.
maman était encore en vie, que ferait-elle? Longue vie à Downton Abbey. Ainsi soit-il. 21h, 22h, c'est Pédiclap. Et oui, on s'est quitté avec la bande-annonce parce qu'on parle du film Downton Abbey qui vient de sortir. Et vous avez pu entendre les superbes voix de Patrick Bonnell qui reprend son rôle de Lord Robert Crawley. Vincent Grass, je sais pas pourquoi je dis Grass parce qu'en fait il est français. Vincent Grass, pardon, on t'embrasse, qui interprète magnifiquement Monsieur Carson. Pascal Casanova qui joue John Bates. Anne Liez Fromont qui retrouve Lady Edith Crawley, dit Pelham parce qu'elle s'est mariée, Ingrid Donadieu exceptionnelle qui incarne Lady Mary Crawley, dit Talbot, Odile Cohen qui prête sa voix à Cora Crawley, bref du très très beau monde dans le casting de doublage et ça n'est pas fini évidemment parce qu'on va revoir des personnages et ils n'apparaissent pas tous dans la bande-annonce, donc voilà, un beau monde en studio de doublage, un excellent casting et une très bonne composition qui sera signée Simon Curtis qui reprend ses fonctions de réalisateur, Junior Fellows qui vient conclure sa grande histoire en tant que scénariste, John Yoon, et oui, qui ramène la douceur de Downton Abbey aux oreilles des plus grands fans. Évidemment, Garrett Nim, qui produit le film avec son ami Julian Fellows. Partant d'un budget de 50 millions de dollars, donc nettement supérieur aux deux précédents volets, le film atteint aujourd'hui la barre des 67 millions, moins rentable que les autres, mais il n'est sorti que le 10 septembre de cette année. Il peut encore espérer monter pour tenter d'atteindre la barre des 70-75 millions dans les salles européennes ou aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, le film paraît relativement réussi, mais il est vrai que la rentabilité est beaucoup moins au rendez-vous que les deux précédents. Alors voilà, c'est ici que s'achève la grande histoire du domaine de Downton Abbey. Nous avons suivi avec grand plaisir les petites histoires entre conflits, amour et rédemption de tous les personnages depuis 2010. Ah, cette belle musique que vous entendez, elle est magnifique. Et quel bonheur de les retrouver sur grand écran. Un petit monde qui assumait les passions, histoires et fiction sans tomber dans l'anachronie et documentaire, mais tout en cherchant son inspiration dans la dramaturgie shakespearienne. L'histoire s'arrête ici pour Downton Abbey, mais sera à jamais dans l'histoire du petit et grand écran britannique. Pédiclap, 21h, 22h. Et on poursuit les box-office du mois d'octobre parce que ce sont des films qui sont sortis en septembre mais qui ont réussi à générer de l'argent, à ramener des gens en salle parce que les salles sont vides. Non, ça c'est faux, les salles ne sont pas vides, mais par contre, il faut ramener des gens en salle de cinéma, évidemment en salles obscures. Et ben on poursuit, comment ne pas parler, on y arrive là, on arrive dans Halloween, non ? Cette fameuse période où on se fait peur, on se gaffe de bonbons ou autre chose, un peu des chips si vous préférez les chips que les bonbons. Et ben voilà, on arrive dans Halloween et comment ne pas parler de Halloween sur grand ou petit écran, comme vous voulez, sans évoquer l'actualité et la saga Conjuring, qui d'ailleurs fait partie de l'actualité ciné. Aujourd'hui. Eh bien, la saga Conjuring, c'est une saga qui a fait frissonner plus d'un spectateur et en réalité un univers assez étendu, une franchise cinématographique au même titre que les Fast and Furious, par exemple, avec ses propres spin-offs et ses produits dérivés. Car c'est New Line Cinema qui est à la genèse de ce projet. New Line Cinema, très connu pour la production de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson et entre autres, New Line Cinema, connu pour la trilogie Rush Hour avec Jackie Chan et Chris Tucker. Une production qui connaît donc bien le métier et qui n'en est pas à son premier grand succès. Dans le domaine de la peur, ce n'est pas non plus un galop d'essai car la production a commencé par la distribution du grand film Les Griffes de la Nuit, réalisé par Wes Craven, sorti en 84. Parmi les autres productions de New Line, on peut également citer Vendredi 13, Massacre à la tronçonneuse, la trilogie des Blade avec l'acteur Wesley Snipes ou encore Seven de David Fincher, l'excellent Seven. Alors dès le titre Conjuring,
Lorsqu'il sort en 2013, dès le titre, le spectateur s'attend déjà à un certain genre de film. Il sait très bien qu'il ne va pas voir une comédie romantique, on ne va pas se le cacher. Ou on sait très bien que c'est dans ce film-là, Conjuring, que n'apparaîtra pas malheureusement Christian Clavier. L'esprit, l'horreur ou encore le paranormal, c'est ce qu'attend le spectateur qui est en salle obscure, installé dans son fauteuil face à l'écran pour attendre Conjuring. Alors, forcément, il s'attend à expérimenter des sensations telles que la peur, l'angoisse, la douleur, des sentiments partagés et ressentis également par les personnages. La plupart des films appartenant à ce genre comprennent d'ailleurs ce même schéma, en fait. C'est un schéma qui est respecté. Les personnages découvrent, ressentent la peur de quelque chose qui les effraie et qui effraie en même temps le spectateur et tentent de s'en sortir ou de trouver une explication peu ou prou rationnelle pour se rassurer. Alors effectivement, parfois, on assiste même à une histoire où le ou les personnages sont totalement impuissants face à l'antagoniste. Il s'agit en fait d'une histoire qu'on appelle un survival, c'est-à-dire qu'ils subissent l'action principale. C'est un sous-genre, le survival, sous-genre du cinéma d'horreur. Le spectateur essaie donc, lui aussi, on va dire, d'aider les personnages qui découvrent une histoire irréelle, invraisemblable ou encore surnaturelle, voire fantastique, ce qui permet aux réalisateurs et aux scénaristes de développer la diégèse sous un point de vue interne. Alors, le premier Conjuring s'intitule Les dossiers Warren, réalisé par James Wan. Alors, il est vrai que c'est une histoire peu ou prou vraie. Les Warren, c'était un couple qui, effectivement, luttait, étaient des chasseurs un peu de fantômes. Ce premier film, à la différence des suivants, s'inspire donc partiellement de faits réels, avec une histoire de chasseurs de fantômes incarnée par les époux Warren, interprétés par Vera Farmiga et Patrick Wilson. Alors, certains monstres cités dans les films seront d'ailleurs repris dans la suite de la série des films Conjuring, à l'image de Annabelle ou la nonne, mais qui vient d'un autre personnage dont nous parlerons juste après. Inutile de dire que le premier film est un énorme succès, car il a bien évidemment entraîné des suites et a su conquérir le cœur des fans de ce genre assez atypique. Partant d'un budget de 20 millions de dollars, il atteint le sommet des 320 millions de dollars, à peu de choses près, si je ne m'abuse. Il remporte de nombreux prix aussi, tels que le Empire Awards dans la catégorie Best Horror, le Saturn Awards dans la catégorie Best Horror, donc la même catégorie, et Lily Taylor gagne son Fangoria Chainsaw Award dans la catégorie Best Supporting Actress. On arrive donc au deuxième film de cet univers, Conjuring 2, le cas Enfield. Sorti en 2016 et réalisé encore par James Wan, le maître, le papa de Conjuring, si je puis dire. Il poursuit donc sa série de films dans un volet où Ed et Lorraine Warren sont contactés par l'église pour aider une famille de la banlieue de Londres. La fille d'une famille serait apparemment au centre de phénomènes paranormaux. Le film rassemble au casting toujours Patrick Wilson et Vera Farmiga dans les rôles titres. Il s'agit là encore d'un énorme succès commercial qui atteint un box-office de 321 millions de dollars, en partant d'un budget de 40 millions. Le film crée la peur et l'angoisse, et c'est une véritable réussite, à tel point que d'ailleurs la légende raconte qu'un homme indien de 65 ans est décédé d'une crise cardiaque, c'est pas drôle, je rigole mais c'est pas drôle, en regardant le film dans une salle de cinéma à Tamil Nadu en Inde. Voilà, évidemment, paix à son âme à cet homme qui a eu peur et qui est littéralement décédé sur place. Ce genre de film n'est décidément pas fait pour les personnes fragiles émotionnellement. Le film bat des records d'ailleurs, en étant le film d'horreur avec le plus gros box-office de l'année 2016 et se place définitivement en deuxième position du plus gros box-office pour un film d'horreur de tous les temps, juste derrière, évidemment, L'Exorciste. On ne peut pas dépasser L'Exorciste, sorti en 73. En France, le film est très bien reçu, avec pas moins de 1,4 million d'entrées sur sa période d'exploitation. Il entre définitivement dans le top 10 des meilleurs films d'horreur en France, mais fait nettement moins bien qu'un autre film de l'univers Conjuring qui s'appelle Annabelle, avec la petite
poupée. Mais avant ce film, la production enclenche un troisième film Conjuring sous l'emprise du diable sorti en 2021. Nos deux personnages centraux, Warren, décident de venir en aide à un meurtrier qui n'aurait pas agi seul mais sous l'emprise du diable, littéralement. Le film est cette fois-ci réalisé par Michael Chaves, un réal qui connaît bien son sujet, pour avoir réalisé La Llorona, donc c'est la malédiction de la Dame Blanche. La Llorona, c'est on va dire une légende d'Amérique latine, un film d'horreur sorti en 2019. On change donc de réal, mais ça continue de cartonner. Une fois de plus dans cet univers de Conjuring, partant d'un budget de 39 millions de dollars, il atteint les 206 millions de dollars. Il réussit moins que ses deux prédécesseurs, mais le succès est bien là. Rassurons-nous, derrière cette réussite, on a bien James Wan en production qui était réalisateur des deux premiers. Là, il devient producteur et aussi à l'origine de l'histoire, en tant que peu ou prou scénariste, on va dire. Le casting rassemble une fois de plus le duo Wilson et Farmiga. Évidemment, on ne peut pas faire sans eux. En incluant ici le célèbre John Noble qui interprète un personnage pour le moins étrange. Entre le Conjuring 1 et 2, il y a eu un autre film de la franchise dont on a déjà parlé qui s'appelle Annabelle, la fameuse poupée possédée. Alors le film cartonne évidemment, sinon c'est pas drôle et on va pas en parler. Le film cartonne. Il est réalisé par John R. Leonetti, directeur de la photographie de formation. Ce n'est pas un réal, c'est un directeur de la photo, mais il est devenu réalisateur, notamment d'un film que vous connaissez qui s'appelle Mortal Kombat Destruction Finale, donc rien à voir avec Annabelle, Mortal Kombat Destruction Finale, sorti en 97. C'était la suite du film Mortal Kombat, le premier qu'on a évidemment tous vu, de Paul William Scott Anderson, voilà. Et il est aussi le réalisateur, Monsieur Leonetti, de L'Effet Papillon 2, sorti en 2006, qui est la suite de L'Effet Papillon, le tout premier que certainement vous avez vu. Leonetti n'a que très peu de budget pour faire son film. Oui, très peu. La production tente un spin-off sur une histoire inventée de toutes pièces pour amener les fans vers un univers plus ou moins étendu, mais toujours en se concentrant sur la saga Conjuring. Leonetti se débrouille et atteint les sommets. 257 millions de dollars. C'est ce que le film engrange après plus de 2 mois d'exploitation. En France, il cumule les 1,5 million d'entrées, terminant sa course le 25 novembre 2014. Et il devient du coup plus rentable que Conjuring et se place dans le top 10 des films d'horreur les plus rentables en France. Ce qui est incroyable parce qu'il me semble que le budget de départ est de 6 millions, ce qui est très peu. Juste après, en même temps une poupée ça coûte pas cher, je plaisante évidemment, on t'embrasse Leonetti, le film est exceptionnel. Juste après Conjuring 2 sort Annabelle 2, deuxième spin-off officiel dans l'univers Conjuring. Le film est réalisé par David Sandberg et sort en 2017 et une fois de plus c'est un énorme succès atteignant les 306 millions de dollars pour un budget de départ assez serré de 15 millions de dollars. La production ne souhaite pas trop miser sur les spin-offs, on le comprend bien. Peu de budget, pas trop de produits, enfin beaucoup de production mais peu de budget pour une meilleure rentabilité. Parce qu'en fait, il ne faut pas dévier le spectateur de sa route des Conjuring, axe principal de l'univers. Et on parle notamment de spin-off, on parlera aussi de La Nonne. La Nonne, c'est un des films qui est dans les cartons juste après le troisième Annabelle, qui est Annabelle, la maison du mal. On a aussi dans les cartons ce film La Nonne qui vient d'un personnage qui s'appelle Valak, un démon issu de croyances de la Goétie, science occulte de l'invocation d'entités démoniaques. Alors Volok ou Valak, en fonction de comment on le prononce, est un démon enfantin portant des ailes semblables à un ange. En somme, mi-ange, mi-démon. Et c'est comme ça qu'est née l'histoire, qui n'existe pas évidemment, de La Nonne, qui est produit par Fantastic Films. Alors évidemment, ce ne sera pas les réalisateurs qu'on connaît, ce sera Corinne Hardy qui va le réaliser, lui qui avait réalisé un film qui s'appelle Le Sanctuaire, avec notamment 2 acteurs de Game of Thrones. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que l'un d'eux va revenir dans un des films La Nonne, parce qu'il y aura 2 films La Nonne, mais le deuxième ne sera pas réalisé par Corinne Hardy. Alors, juste pour revenir, pour nous recentrer sur les Conjuring, eh bien nous en arrivons au dernier Conjuring, ce 4e volet des films Conjuring, l'heure du jugement, dont voici la
petite bande-annonce. Le diable est arrivé en Pennsylvanie. Jack et Janet Smurl prétendent qu'une présence diabolique s'est introduite dans leur maison. 8 personnes vivent dans cette maison. 8 personnes ont assisté à tout ça. 8 personnes ne peuvent pas toutes être cinglées. Donc, ça a commencé quand? À la confirmation des heures. Le 7 septembre. Il y a une présence dans le grenier. Ike, il y a un démon ici. Quelque chose que j'ai déjà ressenti. Cette chose, dans votre maison, c'est un démon. C'est le premier qu'on n'ait jamais rencontré. Nous étions jeunes et nous avons eu peur. On a renoncé. Et après toutes ces années, il n'en avait pas fini avec nous. Saint-Michel, défendez-nous. Soyez notre protecteur contre le diable. In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti, et par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas comment te protéger cette fois. 21h, 22h, c'est Pédiclap. Et on revient sur Pédiclap parce qu'on parle de Conjuring. On était dans les deux gros films de septembre. D'une part Dotonabé dont on a déjà beaucoup parlé, et maintenant Conjuring, dans cette ambiance un peu Halloween, un peu mystérieuse, un peu fantomatique. Voilà. Alors Conjuring, rappelons, c'est 4 films, beaucoup de spin-off, dont notamment les Annabelle, que vous connaissez certainement, avec le Annabelle 2, qui s'appelle Annabelle 2, il me semble, enfin si je ne dis pas de bêtises, non, il a peut-être un sous-nom, voilà. Et puis évidemment le Annabelle le 3, la maison du mal. Et on parlait aussi tout à l'heure de La Nonne, et puis on avait évoqué très très rapidement La Nonne 2, donc qui s'appelle la malédiction de Sainte-Lucie. D'ailleurs, suite signée Michael Chaves, dont on a déjà parlé tout à l'heure parce qu'il a réalisé La Llorona, est sorti en 2019, et Conjuring 3, sorti en 2021. Et c'est lui qui sera choisi pour La Malédiction de Sainte-Lucie. Évidemment, on retrouve Taissa Farmiga dans ce film, qui est la petite sœur de l'actrice Vera Farmiga, qui reprend son rôle de sœur Irène dans La Nonne 2, La Malédiction de Sainte-Lucie. Et c'est dans ce contexte que finalement, James Wan va tout à fait avouer qu'il savait parfaitement comment raccorder La Nonne 2 à l'univers Conjuring, pour ensuite déboucher sur le dernier Conjuring, l'écriture, et pour la fin de l'histoire, parce que je rappelle que le Conjuring 4, c'est vraiment la fin de l'univers Conjuring. Ils l'ont d'ailleurs déjà dit avant même de lancer la production. Donc voilà, James Wan va raccrocher les wagons. Il sait parfaitement comment tout raccorder, sachant que d'ailleurs La Nonne 1 se passe, si on refait un peu, La Nonne 1 se passe en 1952. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est le tout premier film dans l'ordre, on va dire, chronologique de la diégèse. Voilà, 52. La Nonne 2 se passe donc après, je crois que c'est en 56, et ensuite on raccroche les wagons jusqu'au Conjuring 1, dont l'histoire se passe en 1971. Et inutile de dire d'ailleurs que le film La Nonne 2 est un très gros succès, c'est tous des succès évidemment, avec un budget un peu plus élevé de base, 38,5 millions. On atteint les sommets avec 269,5 millions de dollars. Et en fait, grâce à tout ça, on raccroche les wagons, on a une histoire centrale, et le Conjuring 1, qui va être finalement
le premier Conjuring qui va de l'univers Conjuring, et ça va être l'axe directeur principal qui est réalisé par James Wan. L'histoire se passe en 71. Et bien là, nous avons une histoire qui se passe, si je ne dis pas de bêtises, en 1986. Mais dans le Conjuring 4, on reprend en fait une ancienne histoire qui est évoquée donc dans le nouveau film. En fait, c'est un film où le passé rattrape le couple Warren, donc Ed et Lorraine, toujours interprétés par Patrick Wilson et Vera Farmiga, qui retrouvent leur premier démon qu'ils ont fui en étant plus jeunes en 1964. Et nous voici en 1986, et le démon réapparaît dans une maison pour hanter ses habitants et faire vivre un enfer au couple Warren. Voilà. Alors, pour ce film, Michael Chaves dispose d'un budget de 55 millions de dollars. James Wan est toujours en production avec Peter Safran, d'ailleurs, qui était en production depuis un certain moment. La musique n'est plus de Joseph Bishara, qui avait l'habitude de composer la partition. Il avait d'ailleurs composé la partition des 3 premiers Conjuring. Le flambeau est passé à Benjamin Wallfish, un compositeur de 46 ans, qui avait déjà travaillé sur les compositions de Annabelle 2, les 2 films It, que vous avez peut-être... Alors It, c'est-à-dire, en français, c'est ça, CCDA, que vous connaissez certainement, ou encore Blade Runner, l'excellent Blade Runner, le deuxième, 2049, entre autres. Voilà. Donc, en somme, quelqu'un qui connaît très bien la composition musicale, notamment des films d'horreur. Et là, il connaît bien les films d'horreur parce qu'il connaît les sons angoissants, les notes, les bruits un peu stridents, voilà, les mélodies stridentes. Enfin, voilà. Donc, New Line Cinema signe une fois de plus ici un superbe box-office, un grand succès commercial, engrangeant pour le dernier volet 437 millions de dollars. C'est énorme, succès commercial, succès artistique de Conjuring, qui a encore une fois réussi sur tous les plans, et il a réussi son pari avec ce dernier film qui vient conclure l'univers. James Wan a d'ailleurs avoué du coup que avant même de faire le film, il savait où est-ce qu'il allait, il savait parfaitement que ça allait être le dernier. C'est la dernière fois que nous verrons Patrick Wilson et Vera Farmiga dans la peau de Ed et Lorraine Ryan, les fameux chasseurs de fantômes de l'univers Conjuring. Pédiclap, 21h, 22h. C'était Marcus avec French House. Merci d'avoir écouté le Pédiclap et à la prochaine sur Happiness.